que soit la situation, il départage le vrai du faux pour faire avancer la discussion. Alexandre Morin-Villouellette. Dans le dernier mois, on a annoncé le plus gros investissement privé pour un projet industriel de l'histoire du Québec, la fameuse grosse usine Nordvolt, là, titanesque, qui va aller s'installer dans le coin de McMasterville, en Montérégie. Excellent projet, d'accord, du côté industriel, mais là, c'est beaucoup de terrain, hein? Beaucoup de terrain, de territoire qu'il va falloir aménager pour une usine de cette taille-là. Et là, l'entreprise Nordvolt, elle, dit avoir fait l'inventaire complet de toutes les espèces menacées qui se trouvent sur l'énorme terrain où va se construire sa future usine. Le petit bémol, mais c'est que ni du côté de Nordvolt, ni du côté du gouvernement du Québec, on veut partager au public la liste des espèces menacées. C'est-tu louche un peu, ça, de ne pas vouloir partager une liste comme ça? Ben pour le savoir, on s'entretient avec Éric Harvey, qui est professeur au département des sciences de l'environnement de l'UQTR, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les échanges entre les écosystèmes. Bonjour, M. Harvey. Bonjour. Faut-tu s'inquiéter quand on publie pas ou on rend pas public une liste d'espèces menacées comme ça? Ben pas nécessairement. En fait, là, je vous dirais, je suis pas exactement un expert là, sur les lois à ce niveau-là, mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est chose commune là, pour les entreprises lorsqu'ils paient pour ce genre. Souvent, c'est fait par des firmes externes, donc ils paient pour faire ces études-là. Très souvent, c'est considéré un petit peu comme quelque chose de privé. Donc, je dirais pas nécessairement, d'un point de vue personnel, je dirais que c'est peut-être un manque de transparence. Mais dans le point de vue où on parle d'un gros projet comme celui-là, l'entreprise, je pense que c'est un peu dans la culture entrepreneuriale où souvent on va dire, bon, de l'information, ça peut peut-être venir nous remordre par en arrière, par après. Donc, on préfère toujours, surtout pour une entreprise qui se veut verte, donc on veut faire attention au message, j'imagine. Donc, moi, je le verrais plus dans ces eaux-là. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a quelque chose qui est caché en dessous du tapis. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui est relativement standard dans ce milieu-là. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Surtout dans un contexte d'acceptation sociale là, où il y a un enjeu à ce niveau-là. Puis pour moi, ben c'est sûr que ça parle énormément. Là, ça illustre ça, en fait toute la complexité de l'enjeu de développement industriel, de développement finalement dans un contexte de volonté de préservation de la biodiversité hein, avec la COP15, etc. Donc on est vraiment là-dedans actuellement. Là. C'est des enjeux qui sont complexes. Oui, parce que c'est pas facile de construire comme ça sur des terrains. C'est pas, on s'entend, c'est rare que quand tu veux construire quelque chose par les temps qui courent puis avec l'aménagement du territoire qu'on a, que c'est un terrain vague, désertique, avec rien qui vit dessus. Là. On s'entend. Il y a toutes sortes d'espèces qu'on peut trouver là-dessus, des espèces en danger ou en voie de disparition. Ça peut être quoi l'impact quand on construit sur le territoire d'espèces comme ça? Ben, en fait, les enjeux, il faut souvent les voir un peu à l'échelle régionale. On est dans un contexte aussi au Québec où, en termes de milieux humides, là, disons dans la vallée du Saint-Laurent, de manière générale, on en a 45% qui sont perdus, donc ils ne reviendront plus. Puis le restant, disons, est relativement très dégradé. Le Québec, c'est maintenant une politique un peu qu'on appelle de perte zéro, c'est-à-dire qu'on a dit on va plus perdre de milieux humides dans la vallée du Saint-Laurent. Donc on a dit finalement, c'est un peu là, l'espèce d'idée, on va soit éviter de construire, on va réduire les impacts, on va compenser. Donc, lorsqu'on compense, on met l'argent dans un fonds. Ce fonds-là est supposé servir à compenser, par exemple, par la restauration d'écosystèmes ailleurs, etc. Actuellement, on a des centaines de millions dans ces fonds-là qui n'ont pas été utilisés, ce qui veut dire qu'on est dans un déficit là, d'une centaine de millions, de plusieurs millions de dollars en milieu humide déjà au Québec. Donc, c'est sûr que là, chaque milieu humide compte d'une certaine manière. Après, je suis pas ici pour prendre position sur le développement en tant que tel ici. Ce qui est certain, c'est que le site qu'on a là où l'entreprise pense construire, c'est pas nécessairement un site qui, comme vous le dites, là, où il y a rien d'un point de vue biodiversité. C'est aussi un site, là, j'ai regardé des cartes tout à l'heure pour me préparer pour l'entrevue. C'est un site qui a été identifié comme étant potentiellement aussi un site où on parle de connectivité écologique de forte à très forte. Il n'y a pas beaucoup de sites qui relient... Qu'est-ce que ça veut dire exactement, connectivité? Ben, en fait, c'est connectivité. Ici, on parle de potentiel de mouvement d'organismes, c'est-à-dire que pour que les organismes se maintiennent dans un paysage, il faut qu'ils aient une certaine quantité d'habitat. Il faut que c'est la possibilité de se déplacer dans cet habitat-là. Puis lorsqu'on prend un paysage comme la vallée du Richelieu, le Montérégie, on s'entend que la fragmentation est quand même très forte. Ce qui fait en sorte que, par exemple, si on regarde la rivière Richelieu, ben premièrement, il y a très peu de sites verts au pourtour de la rivière Richelieu. Puis le peu qu'il y a, ben souvent, il est très isolé. Ici, on a un site là où on peut voir, quand on regarde les cartes, qui pourrait potentiellement devenir un site de connectivité vers le massif du Mont-Saint-Bruno. Okay. Donc, c'est un site qui a été identifié comme ayant potentiellement une importance pour la connectivité écologique. Après, les enjeux ici qu'on a par rapport à la mise en œuvre de ce genre de plan de conservation-là, c'est qu'on a tendance à attendre un petit peu. Hein. Puis là, le Québec a signé, par exemple, la COP15, on va préserver 30% de nos habitats, on va maximiser la connectivité écologique.
pour moi, ce genre de développement-là, puis encore une fois, je dis pas que c'est super important d'un point de vue économique pour le Québec. L'enjeu, pour moi, c'est plus qu'il faut réfléchir maintenant, c'est quoi les environnements, c'est où les endroits qu'on va mettre en réserve pour préserver ce 30%-là, puis préserver la connectivité écologique. Parce que sinon, on va se réveiller, notre objectif, c'est 2030. Si on continue, on va se réveiller en 2029, puis on va dire, ben là, finalement, on va préserver 30%, ça va être un petit chapelet d'îlots un peu partout, tout isolé, puis ça aura plus ou moins de valeur écologique. Donc, l'enjeu pour moi, il est là, c'est l'aménagement du territoire, c'est qu'il faut tout de suite réfléchir. Donc, c'est plus haut que Nordvolt, c'est le fait de réfléchir tout de suite à qu'est-ce qu'on veut faire. Si on veut développer là, on le fait, mais il faudrait montrer, si on parle d'accepter sociale, il faut arriver aux gens puis leur dire, ben, regardez, on va développer ici, ça va avoir ces impacts X, Y, Z là, être transparent, mais dire, on a un plan, regardez, plutôt qu'on va développer ici, mais on va conserver tout ce qui est autour ici, puis ça va permettre de maintenir la connectivité puis de préserver la biodiversité. Donc, il y a toute une problématique, là, quant à moi, de communication, de gestion, d'aménagement du territoire à ce niveau-là, là, pour bien réfléchir à ces enjeux-là. Oui, parce que vous faites bien de le rappeler, M. Harvey, là, on n'est pas contre le projet de Nordvolt ou pas. Personne n'est en train de se positionner ici. Là, on veut juste réfléchir aux impacts que ça va avoir parce que ça aussi, ça fait partie des enjeux qui tournent autour de l'usine. Est-ce qu'on va le soumettre, oui ou non, au BAP, hein, le Bureau des audiences publiques sur l'environnement? On a dit, du côté du gouvernement Legault, que c'était pas chose faite encore, qu'elle a peut-être être exemptée quand c'est un projet d'une taille comme ça. Ça vaut la peine quand même de s'intéresser un peu à ce qui tourne autour des milieux sur lesquels on va construire. Je reviens sur quelque chose que vous m'avez dit, M. Harvey. Vous dites qu'il y a déjà des centaines de millions qui sont dans des comptes au gouvernement qu'on est censé utiliser pour compenser pour des milieux humides qu'on a détruits ou où on a aménagé en tant que tel. Comment ça se fait que ça se dépense pas, cet argent-là, déjà? Ben, en fait, je pense que c'est une question moi, quand je parlais aux gens un peu, ce qui ressort, c'est qu'en fait, on a du mal à trouver des sites pour où investir ces fonds-là. Des fois, on cherche des sites pour faire de la restauration, on cherche des endroits. Je pense qu'il y a des enjeux. Là. Cette nouvelle-là, en fait, avait sorti il y a quelques mois là, au Devoir. En fait, là, c'était M. Alexandre Shield qui avait sorti cette nouvelle-là, que quand ces fonds-là dormaient, en fait, puis alors qu'on s'attend à ce que ces fonds-là soient utilisés pour de la compensation. Après, au niveau politique, je ne pourrais pas vous dire ce qui se passe. Moi, je sais que les acteurs sur le milieu se demandent pourquoi cet argent-là redescend pas vers le milieu, c'est-à-dire qu'on a des organismes au niveau régional, que ce soit les organismes de bassin versant, que ce soit les MRC, que ce soit les municipalités, qui finalement cherchent tout le temps des fonds pour entreprendre des actions de préservation, de maintien de la biodiversité. Alors, je crois qu'à ce niveau-là, on se demande pourquoi cet argent-là, elle reste là puis elle bouge pas. Donc, à ce niveau-là, je ne peux pas répondre à pourquoi exactement elle est là puis elle dort, mais il y a certains enjeux d'identification de sites, il y a certains enjeux de gouvernance, encore une fois. Je pense que ce qui ressort souvent là, dans ce type de problématique-là, c'est des enjeux, c'est ça, de leadership. C'est qui prend la balle, c'est qui s'en occupe, c'est qui... Donc, il y a tous des enjeux à ce niveau-là là, qui sont assez importants. Quand on parle d'espèces menacées, là, moi, j'ai déjà entendu des gens répondre, ben là, c'est des petites grenouilles, on s'en fout, tu sais, puis là, on parle de quelques espèces déjà là, menacées qui sont répertoriées sur le territoire dont on parle en ce moment, là, petites chauves-souris brunes, tortues molles à épines, les petits blongios, les pious de l'Est, je connaissais piouis de l'Est, des espèces comme ça qui sont considérées comme menacées, qu'on connaît peut-être pas ou peut-être moins. Pourquoi c'est important de conserver ces espèces-là, M. Harvey? Ben, en fait, c'est une très bonne question que vous me posez. Il y a différents niveaux de réponse à ça en fonction de nos valeurs en tant que société, en tant qu'individu. C'est sûr qu'en soi, certaines personnes pourraient vous dire, bon, ben, il y a une valeur intrinsèque à préserver ces espèces-là en particulier, hein, parce que finalement, on veut pas être responsable de la perte d'espèces. Donc, chaque espèce, chaque individu, chaque espèce a le droit à la vie. Donc, ça, c'est l'argument un petit peu plus, là, si vous voulez, on appelle ça écocentriste ou biocentriste, là, c'est-à-dire que en soi, la biodiversité a une valeur, puis il y a une raison de la préserver. Après, si on va aller plus dans les raisons pragmatiques, c'est que ces espèces-là, en fait, oui, c'est juste quelques espèces, mais il faut voir aussi qu'un réseau écologique, c'est plusieurs espèces qui sont interconnectées entre eux par des réseaux, que ce soit prédateurs-proies, que ce soit toutes sortes de types d'interactions entre les espèces, fait en sorte que lorsqu'on perd certaines de ces espèces-là, ben, c'est pas seulement ces espèces-là qui vont être affectées, en fait, c'est l'ensemble de l'habitat qui va se dégrader, puis de l'écosystème qui va se dégrader. Donc ici, on parle d'espèces à statut, des espèces qui ont certains statuts au niveau de la conservation, mais il faut voir qu'en fait, c'est un peu, il y a une espèce de concept aussi d'espèces parapluies, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on commence à perdre certaines espèces, ben là, ça peut faire des cascades aussi, puis amener finalement des dégradations plus importantes de l'écosystème, et donc du fonctionnement et des services écosystémiques aussi. Là, on est beaucoup dans le paradigme de parler quels sont les services que nous rendent les écosystèmes. Ben, les milieux humides, c'est des systèmes qui nous rendent énormément de services là, à plusieurs niveaux.
Puis on a tendance vraiment à trop souvent l'oublier. Encore une fois, sans prendre position sur Nordvolt en tant que tel, M. Harvey, alors que c'est pas décidé encore pour vous, est-ce que ce serait important d'avoir un examen du BAP, du Bureau d'audience publique sur l'environnement, vis-à-vis ce projet-là? Ouais, ben ici, là, c'est ça, c'est une position un peu plus personnelle, là, mais Oui. d'expert, disons, entre guillemets, là, mais sans nécessairement être lié à mon expertise directement. Mais moi, je pense que pour moi, ça tomberait sous le sens. Là, on parle d'un des plus gros projets de développement là, de ce type-là dans l'histoire du Québec. On a créé le BAP à l'époque exactement pour ce genre de raisons-là, pour ce genre de problématiques-là, qui est une institution, dans le fond, à laquelle tout le monde a confiance. Le BAP, généralement, tout le monde se rallie derrière le BAP parce que c'est une institution relativement neutre qui relie des experts dans différents domaines ensemble, qui discutent ensemble. Donc, d'une certaine manière, si on le fait pas maintenant, ben quand est-ce qu'on va le faire? Dans le sens où le BAP, on l'a créé pour ça. Puis quand on parle encore une fois d'acceptabilité sociale, ben il y a rien de mieux que de faire un BAP. C'est la chose la plus transparente à faire. Donc, ouais, moi, ce serait mon point de vue là-dessus. Là, d'expert, je vous dirais, le BAP, on l'a créé pour ça. Alors, ça serait un peu absurde de pas l'utiliser dans un cas comme ça. Là, on parle de si je me rappelle bien, on parle de 6 milliards d'investissements. C'est pas rien, là. C'est pas juste les gens de McMasterville, c'est l'ensemble des payeurs de taxes du Québec, là. C'est quelque chose d'assez énorme. C'est sûr que si c'est ça l'intention du BAP, puis que soudainement, quand on fait le plus gros projet qu'on n'a jamais fait, on décide de passer par-dessus, ça pourrait sembler bizarre un tout petit peu. Je pense que c'est un rappel qui est pratique à faire. Éric Harvey, vous êtes professeur au département des sciences de l'environnement de l'UQTR, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les échanges entre les écosystèmes. Merci beaucoup d'avoir été là. Super, je vous remercie beaucoup. Bonne journée à tous.